On va faire quelques présentations. Donc vous êtes grand reporter. Vous avez écrit pour Le Monde, Géo, la revue 21, Slate, Libération. Donc vous pratiquez ce qu'on appelle en général la narration, la narrative non-fiction, qui est, que j'imagine vous êtes assez familier, qui est une forme d'enquête au long cours, en fait, et qui peut devenir un livre, ce qui est donc l'objet de... Je ne sais pas si j'ai la bonne couverture du livre. Si, c'est là. Voilà. Donc c'est une enquête qui devient un livre, et un livre qui se lit finalement comme un roman, alors que tout est vrai. Donc voilà, donc il y a 3 livres à votre actif: Surdose en 2018, Un homme dangereux sur les unités pour maladies difficiles, et la mythomane du Bataclan en 2021 qu'HBO Max a adapté en série. À votre goût, la série ? Comment ? À votre goût, la série ? La série. Parce que je l'ai écrite aussi. Ah ouais. Je pourrais ne pas la trouver à la main quand même. Oui, mais voilà, ça vous pourriez. Non, mais comme je suis pas le seul à l'avoir écrite, aussi je la trouvais plutôt. Ouais, bon ça. Donc La Captive, qui est donc apparue en octobre dernier, prolonge une enquête qui a été publiée en 2023 dans Le Monde. Donc au cœur du livre, on retrouve Muriel Sorbier, une veuve de 57 ans, qui a été escroquée en fait par un brouteur d'Abidjan qui avait usurpé sur Mythique l'identité d'une autre victime, Charles Leroux, qui est lui un homme bien réel. Donc en fait on a un livre de victimes à des niveaux différents, enfin 2 victimes tout de même. Et malgré tout, c'est pas une enquête sur l'arnaque, enfin j'ai l'impression, mais plutôt un livre sur plein d'autres choses, dont le déni, peut-être la solitude. Je trouve un roman une enquête qui a beaucoup de ramifications sur beaucoup de problèmes qu'on peut retrouver aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, la solitude, l'éloignement, etc. Donc, en ouverture, je voudrais, si vous voulez bien, que vous nous racontiez comment vous avez rencontré Muriel, comment ça s'est passé. Je vais peut-être présenter Muriel d'abord parce que la porte d'entrée dans le livre, c'est faite par... Muriel, c'est la principale victime de ces escrocs d'Abidjan, qui s'appellent donc les brouteurs. Donc je vais rentrer peut-être plus en la présentant elle parce que après c'est un peu complexe le schéma de l'arnaque. C'est une veuve qui a donc 57 ans, qui vit dans le sud-est de la France. Son mari est mort depuis 2 ans et ses 2 filles l'encouragent à retrouver quelqu'un. Elle va dire même papa aurait voulu que tu retrouves quelqu'un. Et donc, un petit peu contrainte et forcée, elle s'inscrit sur Mythique. Oui, c'est le premier chapitre, c'est le premier première ligne. Et donc, elle rencontre quelques types du Sud-Est, mais qui sont tous un peu décevants, où c'est des menteurs, où il a des soirs, enfin, ça l'intéresse pas trop. Et puis, au moment où elle est presque sur le point de renoncer à toutes ces rencontres, il y a un profil qui retient son attention. Il s'appelle donc Charles Leroux. Il a la cinquantaine athlétique. Les yeux bleu banquise. Ah oui, je le décris très bien, il est très attentif, très doux, et donc ça retient son attention. Elle se dit, il a l'air intéressant, puis il lui parle un petit peu différemment, il s'intéresse à elle, il a l'air plus ouvert et plus soucieux des autres. Et elle se dit, donc elle c'est une employée de mairie chercher des espaces verts dans une mairie. Et elle se dit, elle fait des recherches sur ce type, puisqu'il lui donne son nom. Et là, elle voit effectivement sur Internet plein d'entrées sur lui. Il est assez connu. Et donc, elle s'aperçoit que c'est un milliardaire, multimillionnaire qui possède un yacht, un lodge de luxe, un hôtel particulier à Paris. Il a un petit peu des entrées dans le cinéma. Il a une société qui fait du cinéma. Et donc, elle se dit, mais pourquoi ce type-là s'intéresse à une femme comme moi, veuve employée de mairie du sud-est de la France. Et elle lui pose la question, elle lui dit pourquoi tu t'intéresses à moi, et puis finalement il sait trouver les mots pour lui dire que finalement dans son entourage d'argent il y a peu de gens qui l'intéressent et qu'elle l'intéresse. Et donc se noue sans qu'ils ne se rencontrent jamais une complicité entre eux et ensuite un amour. Mais ce que je trouve assez beau d'ailleurs, et ça c'est donc dès le début, il y a quelque chose qui, je trouve, qui est aussi
tend un peu, alors ce n'est pas un roman, mais quand même invite à réflexion, c'est que cette femme, elle renonce pas. Et donc c'est pour ça elle a envie encore de plaire ou d'avoir une histoire qui compte ou de pas rencontrer un tocard. Et elle se dit, ce Charles Leroux, finalement, il y a quelque chose, comment dire, Elle veut y croire. Elle veut y croire au début, mais elle s'aperçoit assez vite qu'il y a beaucoup de choses qui sont très louches. Oui, mais pour elle, c'est une manière de ne pas renoncer non plus à prendre le premier tocard venu, c'est ça que je veux dire. C'est qu'elle est assez exigeante et elle est assez méfiante aussi. Oui. Elle dit toujours mon premier ami c'est Google. Elle fait des recherches poussées sur ce type. Oui. Et c'est une femme qui n'a aucune pathologie. Elle est assez fonctionnelle, donc elle a un emploi, elle a 2 enfants, elle s'occupe de ses parents, elle est fonctionnelle. C'est une femme qui a la tête sur les épaules. Oui, et c'est vrai qui est très habile avec Google, etc. Donc c'est pas effectivement. Oui, qui est pas nulle en plus. Oui, qui est pas nulle. Techniquement. Techniquement, elle est. Je ne dis pas qu'elle est geek, mais enfin, elle est pas nulle, quoi. Donc c'est vrai qu'elle fait ses recherches et tout. Et c'est d'autant plus étonnant ce qui va finalement lui. C'est tout l'art des escrocs. Ouais, voilà. Donc on parle de... Vous avez commencé à évoquer donc Charles Leroux. Alors, Charles Leroux, donc il y a un vrai et un faux. Donc ça, c'est assez amusant aussi, la construction du livre, parce qu'on est toujours entre le vrai et le faux. Enfin, voilà, lisez-le, parce qu'il y a toute une construction qui est vraiment assez haletante, en fait. Parce qu'on ne sait jamais trop... c'est vraiment... Parce que ce Charles Leroux, peut-être pour expliquer, c'est-à-dire que... Oui. Elle rencontre ce Charles Leroux qui existe vraiment, elle fait des recherches sur lui et elle parle avec lui, mais lui dit dès le départ, n'interviens pas sur mes réseaux sociaux officiels parce que c'est juste pour mon business, je veux pas piéger mon fils, je veux pas qu'on officialise notre relation. Et donc évidemment, c'est un escroc qui prend l'image de ce type qui existe vraiment. Et donc en fait, le récit se passe c'est une espèce de vaudeville numérique, puisque finalement elle court après le vrai, donc l'escroc qui est à Abidjan court aussi après l'agenda du vrai. Et donc il se tourne un petit peu autour à 3 en fait. Ouais, c'est ça. Et le vrai Charles Leroux étant lui-même une victime d'une... donc le vrai Charles Leroux, lui, ce qui s'est passé, pour le présenter aussi, donc c'est ce vieux beau, on pourrait dire, qui est donc très fortuné et qui, lui, c'est par lui que je suis entré dans cette histoire, parce que il m'a contacté à la suite du reportage que j'avais fait en me disant vous vous intéressez aux escrocs, aux brouteurs et tout ça, mais vous parlez pas des gens qui se font voler leur identité. Souvent, c'est des gens qui peuvent être très connus, comme par exemple qui reviennent tout le temps, David Hallyday, Patrick Bruel, beaucoup de personnes aussi qui font les jeux télévisés sur les chaînes généralistes. Et donc lui en fait, il a une petite surface, enfin, on connaît quand même un peu, il est assez riche, mais c'est pas une personne connue. Et lui, donc, il me dit, moi, je me suis laissé piéger parce que je suis quelqu'un qui a une belle vie, j'ai de l'argent, et j'aime bien le faire savoir, je suis narcissique. Et j'ai étalé imprudemment ma vie sur les réseaux sociaux, et donc il se montre sur le pont de son yacht, au volant de sa Porsche, puis il fait plein de voyages, parce qu'il a des prétentions un peu... avec le WWF pour protéger la nature tout en ayant un yacht, enfin, pour la protection des océans. Et avec toutes ces contradictions, mais un type plutôt sincère et sympathique, et il dit moi j'ai trop montré ma vie sur les réseaux sociaux, et donc évidemment les escrocs d'Abidjan, voyant ce vieux beau, disent c'est parfait, il y a plein d'images disponibles de lui, on peut utiliser sa vie, puis en plus comme il se raconte beaucoup sur les réseaux sociaux, ils connaissent sa vie par cœur. Donc il a commencé à se faire voler sa vie. Et donc au début, lui, il s'aperçoit qu'on commence au début, quand il voit qu'on lui pique son image pour draguer, il en est plutôt flatté. Il le reconnaît comme ça, il dit moi ça me fait plaisir. Je trouve ça sympa, parce que c'est un entretien, comme il est un peu sur le déclin, il est quand même content que son image serve à draguer. Et puis au bout d'un moment, ça commence un petit peu à lui déplaire, parce qu'il y a des gens dans son entourage qui lui disent mais tu sais que ma belle-mère, elle t'a rencontré sur les réseaux sociaux, il paraît que tu lui as pris du fric et tout. Il dit non, c'est ça, c'est pas moi. Et ça commence à devenir un peu encombrant, puis surtout ça prend de l'ampleur, c'est-à-dire que puisqu'il y a beaucoup de brouteurs d'Abidjan qui commencent à utiliser son image, il reçoit des lettres d'Argentine, il reçoit des lettres d'Allemagne, il y a même des femmes qui débarquent à Paris en lui disant je suis dans l'avion, viens me chercher. Il y a même un joaillier de Namur en Belgique qui lui dit j'ai eu un cancer du sang, je m'apprêtais à prendre dans mes économies pour me soigner, je m'aperçois que ma femme vous a tout donné. Donc là il dit non, c'est pas moi. Et là le vrai moment de bascule pour lui, c'est quand il est sur son yacht à Hyères, dans le sud de la France, et il voit une femme arriver, qui est donc justement Muriel, et qui est justement, comme elle est un peu geek quand même, elle a réussi à récupérer, ce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui avec le Détroit d'Ormuz,
l'AIS, c'est-à-dire c'est la position, tout le monde peut repérer un bateau sur un site qui s'appelle Vessel Finder, on peut trouver la position des bateaux, et elle a trouvé la position du yacht. Voilà, et donc elle sait qu'elle peut le trouver à cet endroit-là, et donc lui il voit cette femme débarquer, et elle lui dit « Ah Charles, on est ensemble depuis des mois, tu me dois 40 000 €, et donc lui il ne la connaît pas. Il dit « Descendez de mon bateau, s'il vous plaît. » Et elle est complètement saisie. Et puis donc c'est le point de départ un petit peu après du récit qui se penche plus sur Muriel. Oui. Et comment à ce moment précis d'ailleurs elle met en place un mécanisme de défense, parce qu'en fait à ce moment-là elle doit comprendre que c'est faux et que ce type dont elle est tombée amoureuse n'est pas le vrai. Mais justement ce qui est intéressant, enfin moi ce qui m'a intéressé dans le récit, c'est de comprendre comment elle refuse, il y a un mécanisme de défense contre la déception, la douleur, et pour protéger son illusion. Elle décide de se dire « Ah non, en fait, le brouteur rattrape le coup », parce qu'elle lui dit, elle écrit au brouteur, elle lui dit « Mais qu'est-ce que t'as fait? Tu m'as jeté comme clochard de ton bateau ?» Et lui dit « Non, non, mais comprends-moi, mon amour, ma petite fée », il l'appelle ma petite fée, il la touche beaucoup, et il lui dit « Mais non, ma petite fée, en fait, c'est qu'il y a mon fils, tu comprends, tu débarques comme ça à l'improviste, il y a mon fils, je veux pas officialiser notre relation comme ça, donc en fait, c'est pour ça, donc il réussit à retourner la situation. Et elle décide d'y croire aussi. Elle décide d'y croire. Et alors juste, je vous fais une toute petite parenthèse, parce qu'on est sur ce Charles-là, et j'adore Alexandre, je dois dire, a une façon d'en parler avec quand même une certaine tendresse, mais on sent que vous vous amusez bien, à le décrire. Donc ça, c'est le vrai Charles Leroux. Donc, l'entrepreneur aux mèches poivre et sel oublie rapidement la fâcheuse irruption de cette femme sur le quai d'hier. En ce début d'été, il préfère songer au voyage qui l'attendent. Il largue bientôt les amarres pour mettre le cap sur la Grèce. Ithaque, plus précisément. Ses publications Instagram célèbrent avec emphase l'immortalisé par Homère. Alors là, donc c'est son post Instagram. Début d'une longue odyssée à Ithaque, où le roi Ulysse laisse si longtemps la fidèle Pénélope. Enfin voilà, il est tout en... Et alors donc Muriel suit chacune de ses interventions en pouffant avec amertume. Donc voilà. Et il y a une autre, donc la peau, ça je dis pas parce que bon, c'est... Mais ce que j'adore aussi, c'est longue baignade, visite culturelle, apéro prolongé, feu de camp sur les plages. L'entrepreneur documente abondamment son périple dans les îles Ioniennes. C'est ton pays d'adoption, commente l'un de ses amis sur Instagram. Waouh, c'est Charlot, quel goût, son enthousiasme un autre. Enfin bon, l'entrepreneur remercie chacun d'entre eux, leur envoyant une bise maritime. Enfin, c'est plein de petites saillies comme ça, assez, j'avoue, truculentes. Et ça rend à la fois ce personnage assez sympathique finalement, enfin en tout cas amusant, et on a envie... mais parce que c'est une victime aussi. Oui, lui c'est une vraie victime. D'ailleurs, il a porté plainte aussi pour essayer d'obtenir justice auprès d'Instagram et de Facebook. Puisque justement, lui, il a fait fortune dans le numérique d'ailleurs. Et il dit, vous savez exactement ce que je vais consommer avant moi, vos algorithmes savent quelle est ma couleur préférée, même avant moi, ce que j'ai envie de consommer. Et vous me dites que vous n'êtes pas capable techniquement de supprimer un faux compte qui a été créé il y a deux... Mais ce qui va être difficile et un peu paradoxal, c'est qu'il se présente comme quelqu'un qui il étale beaucoup sa richesse, on sent qu'il a beaucoup de moyens et tout ça. Donc comment est-ce qu'il va réussir à demander de l'argent à Muriel alors qu'il n'arrête pas d'étaler le fait qu'il est riche? Et c'est là en fait qu'il réussit à faire preuve de ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, dont les escrocs abidjanais sont devenus vraiment des spécialistes et sont très forts, d'ailleurs sans compétences techniques particulières, c'est-à-dire que c'est vraiment juste de la ruse. Et donc il réussit, il y a tout un protocole d'arnaque qui est assez fascinant, parce qu'en fait finalement il commence à lui demander de l'argent en la flattant, en la mettant dans la confidence. Il lui dit regarde, en fait c'est vrai, j'ai l'air d'avoir beaucoup d'argent, c'est florissant, mais en fait derrière tous mes comptes sont dans le rouge, je peux pas le dire, mais je suis vraiment dans la détresse. Et puis il y a ma fille que je cache elle aussi, je peux pas la montrer sur les réseaux, que je cache parce qu'elle n'existe pas, elle a un cancer du rein, il faut absolument que je lui paye oui, puis la jeune fille au père, enfin la dame qui la garde qui est plus dispo. Enfin, il y a toute une série tellement malin. Il va la mettre dans une position où elle est déjà flattée de retenir ses confidences. Ensuite, il la fait passer pour une personne qui ne demande jamais d'argent pour lui, c'est toujours pour sa fille, donc ça va la stimuler dans son côté d'être une sauveuse. Et puis toujours avec un caractère d'urgence, et surtout aussi avec un appât du gain, parce qu'il lui dit je te rendrai, comme il est très riche, il dit je te rendrai ce que tu me prêtes au centuple. Et donc c'est comme ça qu'elle commence à donner de l'argent, et une fois qu'une victime a commencé à donner de l'argent, elle ne veut pas perdre sa mise, et donc elle entretient encore plus son illusion. Et là ça va être donc
une arnaque qui va s'étaler sur 6 ans, où il va lui prendre donc 250 000 euros, parce qu'en fait il va l'amener à vendre, parce que ça va retenir son attention, parce qu'en fait il va voir qu'elle est sur le point de vendre sa villa, parce qu'elle est veuve, elle se dit ah, cette maison est trop grande pour moi, mes filles veulent que je la garde, mais moi je trouve que c'est trop grand, donc lui dit ouais c'est vrai que c'est trop grand pour toi, tu devrais quand même la vendre, et donc il sent qu'il y a un énorme pactole derrière, et donc il va lui prendre peu à peu, en inventant à chaque fois des prétextes. Il dit que le moteur de son yacht se tombait en panne, qu'elle dépense 90 000 euros pour payer ses... Et donc peu à peu, il va lui prendre tout cet argent et elle va finir sans logement, malade, fâchée avec tout le reste de sa famille. Ben oui, c'est ça, parce qu'il l'isole, ouais, bien sûr. Et elle n'aura plus rien, mais elle restera amoureuse de ce type. C'est ça. Et alors, ce qui est fou, c'est vrai que des arnaques comme ça, on en a vu, on en a tous parlé, on est là, et c'est vrai qu'on se dit, mais... Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas en fait, ce qui fait qu'on va jusqu'au bout, et c'est l'avertissement au départ qui dit, de toute façon, tout est vrai. Donc ça rend, en fait, toute cette... ce mécanisme... on est avec Muriel en disant, mais non, Muriel, arrête. Mais en fait, ce que vous décrivez très bien, c'est justement... une fois, elle est enclenchée dans ce processus et elle ne peut plus s'arrêter. Et elle-même, c'est la dernière à vouloir leur... Enfin, c'est quand même très paradoxal, quoi, cette position. Au début, en fait, ça pourrait vraiment arriver à tout le monde, dans le sens où, comme je disais, elle est fonctionnelle, elle est entourée, c'est pas une femme seule. Non, elle a sa famille, donc a priori, elle n'a pas de faille affective particulière comme ça. Et ce que lui apporte, et c'est ça aussi qui moi m'a intéressé, c'est que lui apporte ce qui manque aujourd'hui apparemment aux sociétés occidentales, c'est des marques d'attention et de tendresse, et aussi le fait de pouvoir finalement communiquer, parce que ce type il est tout le temps disponible. C'est ça qu'il faut voir, que ces escrocs ils travaillent énormément, c'est pas du fric qui leur tombe du ciel, ils travaillent tout le temps, c'est à chaque heure de la journée, comment tu vas ma petite fée, est-ce que tu as bien mangé, est-ce que l'œuf à la coque était bien à ta convenance, et donc toute la journée. Et en fait, c'est des choses qui touchent une femme, même si elle n'est pas spécialement seule, toutes ces marques d'attention répétées vont finalement, elle va devenir dépendante, mais aussi ce qui va permettre de la verrouiller dans cette relation sans contact physique, c'est ce qu'on appelle une lune de miel prolongée. C'est comme le début d'une relation amoureuse, qui, comme sur Casa, commence toujours bien pour la plupart. C'est que en fait, il est toujours sur le point, il lui dit tout le temps on va se voir, ma petite fée, parce que c'est la promesse. C'est la promesse, il dit on va se voir, donc elle est sur le point de le voir, et puis hop, non, au dernier moment il se retire, donc ça éperonne le désir, ça l'excite, et même les conflits, parce que ce qui est assez fascinant, c'est que sur une romance sentimentale comme ça, de 6 ans où ils ne se voient pas, en fait, je me suis rendu compte que dès les premiers mois, elle le soupçonnait. Dès les premiers mois, elle disait non, t'existes pas, t'es pas le vrai Charleroi. Et il disait mais si, c'est moi. Et en fait, même ça éprône un peu le désir. Ça excite un peu il y a une espèce de conflictualité un peu latente qui fait que ça entretient le désir. Oui, c'est ça. Il y a les scènes de ménage, il y a les réconciliations. Voilà, et tout ça, donc ça entretient un peu comme un jeune, pas un jeune couple pour les disputes, mais il y a toujours quelque chose un désir qui est tout le temps éprouvé et maintenu en éveil. Et après, il y a aussi, une fois que ça c'est verrouillé et que ça marche très bien au début, après aussi le brouteur, c'est un très bon... Il écoute, il a fait un énorme travail d'écoute, c'est-à-dire qu'il fait dérouler toute sa vie. C'était exactement le cas aussi pour la victime Anne de Neuchâtel, la victime du faux Brad Pitt. Il invite donc sa proie à se raconter, tout en se racontant lui aussi, tout en donnant des fausses confidences. Et il dit moi aussi, je me sens vraiment seul parfois, moi aussi j'ai été maltraité par mon ancienne femme. Moi aussi, mes enfants ont des problèmes. Et donc, en fait, il fait dérouler toute la carte de ses points de faiblesse. Et après, il appuie dessus. Et c'est comme ça qu'en fait, il réussit vraiment, c'est un travail psychologique vraiment dans la dentelle et très bien fait. Et puis après, il y a quelque chose qui se passe qui est mystérieux, une espèce de sortilège numérique, un peu comme un Tamagotchi, c'est-à-dire que c'est une petite personne qui est là, et en fait, elle peut plus se passer de sa présence, parce qu'en fait, c'est une petite présence chaude de tous les instants qui s'intéresse à nous tout le temps, alors que ce qui apparemment nous manque en fait aujourd'hui chez nous, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse vraiment à nous. Et donc, ce qui est cruel, parce que donc vous êtes allé justement de l'autre côté, à Abidjan, de l'autre côté de l'écran. Voilà, rencontrer les brouteurs, qui alors sont d'ailleurs pour la moitié sont pas majeurs. Donc là, c'est assez fascinant parce que j'ai réussi parallèlement grâce à parce qu'il y a aussi toute une autre catégorie de personnes dans ces arnaques qui s'appellent les chasseurs de brouteurs. Donc c'est des gens qui partent c'est des justiciers numériques
qui sont des espèces de hackers white hat et qui passent leur temps, pas forcément parce qu'ils ont été arnaqués eux-mêmes au début, mais qui font perdre du temps aux brouteurs en faisant semblant de rentrer dans leur jeu, puis après ils mettent des espèces de dialogues complètement absurdes. Ils se font appeler José Bové, ils baladent complètement les brouteurs. Et moi j'en ai rencontré un qui était assez bon techniquement et il a réussi à me pirater l'ordinateur d'Info Charles Leroux, parce qu'il y en a eu plusieurs à un moment. Oui, c'est assez prenant ça aussi. Moi j'ai pu rentrer dans le... En fait, vous étiez à Abidjan à ce moment-là. C'est le moment où vous êtes à Abidjan. Non, c'est ça, c'était après. Ouais, c'était après quand j'ai pu pirater l'ordinateur de Info Charles Leroux, donc j'avais tout son dispositif. J'avais même, c'était un étudiant d'une école d'ingénieurs assez renommée d'ailleurs à Abidjan, j'avais toutes ses lettres de motivation. Il avait essayé de trouver du travail, il n'avait pas trouvé. Donc il s'était mis à brouter, comme on dit, et il avait plein d'autres victimes que Muriel. Et donc en fait, tout ça pour dire que donc, souvent c'est des jeunes personnes d'Abidjan principalement, et qui ont tout un dispositif d'entraide, c'est-à-dire qu'ils s'échangent des scripts. En fait, c'est des mensonges en arborescence. C'est-à-dire si jamais tu tombes sur une femme qui aime les animaux, tu vas écrire ça. Et si par exemple tu aimes une femme qui aime les animaux, les chiens avec des poils frisés, tu vas dire ça. Et donc c'est en arborescence comme ça. Et donc moi j'ai même retrouvé pour Muriel tous les scripts qu'il avait utilisés pour elle. Et donc elle a été enfermée dans son déni, il ne voulait pas le voir. Et donc eux ils ont plein de ficelles aussi. Par exemple ils disent que les hommes c'est plus facile de gagner leur confiance mais ils donnent moins d'argent. Les femmes c'est plus long de gagner leur confiance mais elles donnent plus d'argent. Donc ils ont tout un protocole que moi il m'expliquait parce que j'ai réussi à rentrer en contact avec plusieurs d'entre eux et ils ont tout un système aussi de ce qu'ils appellent le corps à corps, c'est-à-dire qu'ils peuvent même investir sur une victime s'ils sentent qu'elle va donner un bon rendement. Ils peuvent même dépenser de l'argent avant d'en avoir reçu. Et donc ils envoient par tout un système de livraison qui laisse pas de traces des chocolats ou des fleurs à la victime qui du coup est bien attendrie à brûler, ça endort sa vigilance et après par exemple là la personne le travail est un peu divisé, la personne qui envoyait toutes les livraisons en Europe, c'est quelqu'un qui est à la prison d'Abidjan qui est chargé de faire tout ça, donc ils se répartissent un peu les tâches et puis voilà. Et donc c'était intéressant de voir aussi, c'est que avant le Covid, en fait finalement ce qui était intéressant de voir aussi c'était le parallélisme, parce que avant le Covid, il y avait toute une dimension collective, ils bossaient dans des cybercafés, ils se marraient ensemble, et ils plumaient un petit peu de vieilles occidentales en se marrant, en mettant ça sur le compte d'ailleurs de la dette coloniale, alors qu'en fait, la plupart d'entre eux reconnaissent que c'était un prétexte, parce qu'ils ne sont pas du tout politisés, mais ils disaient, bon, nous on fait ça au nom de la dette coloniale, on détrousse de vieilles occidentales, et puis après le Covid, c'est devenu beaucoup plus sinistre, en fait, les cybercafés ont fermé, ils se sont mis tous à bosser un petit peu plus en individuel, et à se voler leurs clients, à se voler leur goût. Donc il y a une ambiance beaucoup moins amusante. Et eux-mêmes d'ailleurs dépensent beaucoup d'argent pour du maraboutage, pour marabouter leur... Finalement l'argent des arnaques finit souvent dans la poche des marabouts. Et surtout, eux, ce qui est intéressant de voir dans le parallèle, c'est qu'eux aussi finissent très seuls parce que ça demande tellement de temps d'investissement en temps d'arnaquer quelqu'un que eux-mêmes s'extraient de leur famille, ne voient plus leurs enfants, ne voient plus leurs femmes et finissent par avoir des problèmes de rapports sociaux même dans leur vie courante, et donc eux-mêmes finissent très seuls. Et comme ils n'arrêtent pas de miner des catastrophes parce qu'ils disent « Ah, ma fille a un cancer du rein, ma mère est malade, j'ai eu un accident », tout ça, ça finit par déteindre aussi sur leur psyché. Et ils commencent à devenir malheureux, et la plupart d'entre eux, c'est vraiment un truc qu'on entend souvent à Abidjan, c'est que beaucoup d'entre eux deviennent fous. C'est une espèce de grosse pression morale, une grosse solitude aussi. Donc finalement, on peut penser que c'est aussi une forme de justice. C'est ce que vous décrivez, non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est sombre, parce que comme ça, on est là, on pense que c'est un peu absurde de se faire arnaquer, de penser qu'on va épouser Brad Pitt ou un milliardaire qui a... Bon, mais il y a toute cette espèce de phase qui est vachement bien décrite dans tout le livre. Et c'est vrai que voilà, il y a une certaine noirceur, il y a beaucoup de solitude de la part de chaque côté finalement aussi. Et voilà. Et en fait, justement, est-ce que ça vient à ma question, parce que c'est avant tout une enquête. Qu'est-ce qui fait que ce livre, 296 pages, ça aurait déjà c'était une très longue enquête dans le monde.
voilà, qu'est-ce que ça vous a permis d'aller plus loin, de pouvoir justement aller jusqu'à Abidjan, de pouvoir montrer toutes les facettes de cette arnaque voilà. Au début, moi, je ne serais pas allé forcément plus loin que l'enquête que j'avais faite sur les brouteurs. Déjà, j'en avais marre parce que j'avais dû rentrer en contact avec plein de brouteurs qui continuaient à m'envoyer plein de messages en disant salut, tu vas bien. D'ailleurs, il y a un livre sur les brouteurs qui s'appelle Salut, comment ça va, qui commence toujours comme ça, salut, comment ça va. Et donc moi, en plus, il y a toujours le même numéro, j'ai pas d'autre téléphone pour le travail, donc je reçois encore aujourd'hui d'ailleurs, et il continue tout le temps de me relancer. J'avais dit, moi je suis journaliste, je ne donnerai pas d'argent, mais il me relançait tout le temps, et puis j'étais rentré. Ah oui, je m'étais aussi fait. Enfin, ils avaient aussi utilisé mon rôle. Donc, tout ça pour dire que j'en avais marre aussi d'avance, parce que je suis rentré en contact pour le reportage avec une dame en Bretagne qui pensait se marier avec David Hallyday, et donc Rose, et qui avait payé tout le mariage et tout ça. Elle avait perdu 40 000 €. Et puis donc je vais l'interviewer en Bretagne, et puis et je lui dis je vais rédiger un peu l'échange qu'on a eu, puis je vous donnerai des nouvelles quand l'article paraîtra. Et je la rappelle, mais vraiment pas une dizaine de jours plus tard, et je lui dis voilà, l'article va paraître à Télé. Elle me dit merci de me donner des nouvelles, parce que votre copine Cécile Barsac, elle m'a donné beaucoup de fil à retordre. Je dis non, je connais pas de Cécile Barsac. Et puis pendant qu'elle me parlait, je regarde sur internet et je vois que c'est une journaliste de TF1 qui existe vraiment. Je dis non, mais je connais pas je connais pas cette journaliste, et je me serais jamais permis de donner vos coordonnées à une journaliste sans vous demander avant. Elle me dit ouais, parce qu'elle m'a donné. Je dis mais pourquoi vous lui avez donné quoi? Elle me dit parce qu'elle m'a demandé des relevés bancaires. Et en fait, j'ai compris que pendant que j'échangeais depuis le début avec cette victime, les brouteurs, elle était tellement sous emprise, elle était tellement piratée de partout, qu'en fait, les brouteurs avaient déjà intercepté mes échanges. Dès le début où je disais bonjour, je suis journaliste, je veux bien. Donc en fait, et après, quand ils ont vu que j'avais fini mon interview, ils m'ont recontacté. Et ils ont dit bonjour, je suis Cécile Barsac, une amie d'Alexandre Kaufmann, qui m'a demandé de prendre le relais. Et donc j'ai vu qu'en fait, en même pas 10 jours, ils m'avaient intégré dans leur scénario. Et donc en fait, je me suis senti un peu comme si c'était derrière mon épaule, je me suis senti pris pour ça, mais je les ai trouvés vraiment très forts. Je me suis dit ils ont vraiment une grosse capacité de rebond, ils sont très rapides et tout ça. Ils ont accès à vos téléphones en fait. Non, c'est ils avaient piraté tous ses téléphones. Elle, en fait, elle était tellement rincée de partout, enfin, elle s'était fait arnaquer dans tous les sens. Donc en fait, ils surveillaient même ses communications. Ils avaient accès à ça. Ouais, tout en sachant qu'ils étaient allés, parce que ça va aussi souvent jusqu'à là, c'est jusqu'à la surarnaque. Parce qu'en fait, un brouteur, quand il a tout pris à une victime qui sent vulnérable, il se dit bon là, je peux plus lui prendre d'argent. Elle a compris que j'étais un arnaqueur. Et donc là, il rappelle en disant bonjour, c'est Interpol. Apparemment, vous êtes fait arnaquer par un certain Charles Roux. Donc il dit oui, effectivement, exactement. Donc lui, il connaît tout, vu que c'est lui qui a fait l'arnaque. Il dit vous avez bien contacté telle date et tout ça. Bah oui, évidemment. Et donc il lui dit on va vous récupérer tout votre argent. Là, c'est fini, ce type-là, on va le mettre hors d'état de nuire. En revanche, comme c'est à l'étranger, il va falloir payer des frais de dossier. Parce que ça se passe en Côte d'Ivoire. Et donc elle repaye. Et elle avait même repayé plusieurs fois. Donc en fait, ses comptes étaient totalement piratés. Donc moi, dès que j'ai pris contact avec elle, en fait, dès le départ, ils interceptaient nos messages, en fait. Et donc ils m'ont intégré dans leur scénario et tout ça. Et donc en fait, moi j'en ai eu, après, au bout de 4 mois, j'avais enquêté, j'en avais marre, parce que moi aussi je me sentais un peu vérolé de partout par plein de messages. Et donc je voulais arrêter. Et quand ce Charles Roux a pris contact avec moi en me disant ouais, dans votre reportage, vous avez oublié tout un aspect, et les gens qui sont. Au début, je me suis dit qui c'est cet arnaqueur? Ça recommence. Et en plus, je suis allé voir son nom sur internet, et il y avait vraiment une tête d'intelligence artificielle un peu parfaite, avec justement un vieux beau avec des yeux trop bleus. Je le trouvais vraiment suspect. Et donc au départ, je lui ai pas répondu. Mais vous êtes allé quand même. Non, en fait, au départ, j'ai pas répondu, puis lui, il insistait un peu, puis je me suis dit, ça a quand même l'air intéressant son histoire. Le mec qui s'est fait voler sa vie, et je lui ai donné rendez-vous, et j'étais un peu méfiant, je sais pas pourquoi, je lui ai donné rendez-vous dans un endroit neutre qui est le bar des faux, qu'on appelle le bar des faux témoins en face du palais de justice. C'est là où les gens mettent au point leur alibi. Je l'ai vu arriver, mais même en le voyant encore, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'un peu artificiel. Tellement il était parfait, un peu beau. Et puis finalement, donc il m'a raconté son histoire, et là j'ai trouvé ça quand même assez passionnant, avec d'autant plus qu'il avait réussi à. Comme il a des moyens et qu'il est assez têtu, parce que ce qui était fascinant chez lui, c'est que lui, il n'était pas dans le déni, mais lui, il disait, moi je lui disais, pourquoi est-ce que vous ne fermez pas tous vos réseaux sociaux, ça vous apporte que des problèmes. Et lui, il disait, non, c'est les escrocs qui doivent partir, c'est pas moi. Et donc, je trouvais un peu suspect son entêtement, on me disait, c'est quand même bizarre comme réaction. Et comme il a de l'argent, il avait employé beaucoup d'avocats, il a dépensé beaucoup d'argent avec des avocats spécialisés dans le numérique et tout ça pour traîner
le patron de Meta Europe, qui s'appelait Laurent Soli à l'époque, il a changé, il avait fait donc la campagne de Nicolas Sarkozy, qui était le grand chef donc, d'Instagram et Facebook. Et il a fait entendre dans une procédure, et moi il m'a produit, enfin j'étais pas censé les avoir, j'avais toute la procédure avec donc, le patron de Facebook Instagram Europe qui était entendu. Et donc ça m'a vraiment intéressé aussi quand il m'a montré ça, parce qu'en fait le juge d'instruction dit donc au patron d'Instagram, lui dit qu'est-ce que vous faites contre ces faux comptes? Regardez, il y a plein de gens qui se font escroquer. Et lui dit non mais moi, ce qui est vrai d'ailleurs légalement, moi c'est juste commercial. Ici, ma présence en France n'est que commerciale. Tout ce qui est contenu, c'est à Dublin en Irlande. Et donc là déjà, il faut envoyer une demande d'entrée judiciaire parce que c'est l'intérieur de l'Europe. Et donc en fait, ça devient impossible d'agir. Donc, mais c'est ça aussi, je trouve, qui enrichit énormément aussi le livre. C'est tout cet aspect plus, j'ai envie de dire, plus administratif, parce qu'il y a aussi, vous parlez de Meta, mais il y a aussi la police. Enfin voilà, il y a beaucoup là pour le coup, des institutions qui rentrent en ligne de compte et qui sont totalement impuissants. Voilà, il y a des mains courantes, tu en vois là, mais bon. Il y a des services spécialisés comme la brigade de répression de la délinquance astucieuse qui sont très efficaces, qui trouvent plein de choses, mais en fait après ça suit pas. Et en fait finalement la seule instance qui est, il y a deux acteurs qui finalement ont vraiment un effet. D'abord c'est au Côte d'Ivoire, parce qu'en fait souvent la police française méprise un peu la police ivoirienne en se disant ouais là-bas en gros c'est un peu des blédards, ils savent pas y faire, alors qu'en fait tous les brouteurs ont très peur. D'ailleurs, si un jour vous vous faites alpaguer vous devinez que c'est un brouteur, il faut prononcer un mot magique, c'est la PLCC, c'est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui est un service ivoirien très très en pointe et qui est la bête noire des brouteurs. C'est-à-dire qu'ils sont très forts, ils les remontent et tout ça, et donc eux ils sont très efficaces, mais eux ils s'intéressent pas aux victimes occidentales. C'est qu'en fait l'Afrique s'est numérisée. Et donc aujourd'hui, 90% des victimes sont des Ivoiriens, mais pas sur des arnaques sentimentales, sur des arnaques bancaires et tout ça. Et donc cette PLCC là est très très efficace. Et il y a eux, et puis il y a des chasseurs de brouteurs dont on parlait tout à l'heure, qui eux aussi peuvent être très forts, même si c'est assez fascinant, parce que en fait ça c'est un autre continent des arnaques. La plupart d'entre eux ils sont désintéressés, mais il y a aussi des gens qui ont commencé à se faire de l'argent en proposant aux victimes de retrouver les brouteurs. Et alors souvent, parfois, ils trouvent des choses. Par exemple, la victime du faux Brad Pitt, elle a mis sur le devant de la scène, vous l'avez peut-être vu parce qu'on a beaucoup parlé de cette affaire, et donc c'est un type qui a monté une boîte de cybersécurité qui propose de retrouver les brouteurs, mais en fait, il retrouve les brouteurs. La plupart du temps, les victimes ne retrouvent jamais leur argent. D'ailleurs, même la vraie victime du faux rapide qui a donné 830 000 €, elle a, pour l'instant, d'ailleurs, l'enquête qui est la plus avancée, c'est celle de Côte d'Ivoire, justement, c'est la police ivoirienne. Donc ça prouve bien qu'ils sont quand même plus efficaces. Et elle n'a jamais retrouvé son argent. Et puis il y a aussi d'autres. Alors après, il y a d'autres. Maintenant, il y a des chasseurs de brouteurs iconiques, comme un qui s'appelle Sandoz, qui est très connu. Lui, en fait, il est sponsorisé par des antivirus et tout ça. Et lui, il va trop loin. Lui, il humilie les brouteurs. C'est-à-dire qu'il pirate leur ordinateur, après il les oblige à danser, il les oblige à se mettre à poil, et puis juste pour faire le show. Et lui, parce que lui, il fonctionne à l'audience. Donc en fait, finalement, au bout d'un moment, tout le monde est content aussi. Enfin, ce qu'il faut voir aussi qui est fascinant dans ce type d'arnaque, c'est qu'à la fin, finalement, tout le monde est content. Là, évidemment, le brouteur, il est content parce qu'il récupère de l'argent. La victime, elle s'est installée dans un déni, finalement, elle est consentante au fond. Il y a une forme de consentement et de déni. Mais qui est quand même présente, c'est-à-dire qu'elle y trouve son compte, elle sait qu'elle se fait arnaquer, elle veut pas voir qu'elle se fait arnaquer parce que finalement elle a une présence qu'elle trouve pas ailleurs, une attention qu'elle trouve, une tendresse qu'elle trouve pas ailleurs. Et puis il y a les chasseurs de brouteurs qui viennent aussi se greffer là-dessus. Finalement à la fin, moi l'impression que ça va mieux, c'est que tout le monde trouve un petit peu son compte dans ces arnaques. En fait, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a un brouteur qui m'a dit, je l'interrogeais, et je lui dis mais pourquoi vous faites ça? Il me dit non mais c'est vous, pourquoi vous faites des sites de solitude, vous nous tendez une perche. Pourquoi vous faites des sites de solitude? C'est des mythiques et tout ça. Et donc ils disent moi j'y vais. Et puis d'ailleurs eux ils disent moi je fournis un vrai boulot. Ils disent moi ça, j'arrête pas de discuter toute la journée avec ces occidentales. Elles savent très bien qu'il y a quelque chose de louche derrière nos causeries, ils disaient. Et pourtant elles continuent, donc moi je bosse en fait. Donc finalement tout le monde trouve un... Et est-ce que justement, finalement le mépris un petit peu malheureusement qu'on peut avoir vis-à-vis des victimes, est-ce que ça c'est pas voilà ce qui aussi permet un petit peu à tout ça d'avancer sans, et notamment je pense aux flics ou enfin Les gens surtout se disent, et en fait ça fait plaisir. Par exemple, la fausse victime de Brad Pitt, il y a une violence. Les gens ont été super violents avec eux, tout le monde s'est foutu vraiment aux quatre coins de la terre. Mais aussi parce que ça nous
Ça nous conforte, on se dit, ah, il y a toujours plus con que soi. On se dit, ah, elle est vraiment quelle conne, elle a donné 830 000 euros. Et donc, ça nous donne un côté super, on se dit, ah, bah, elle, moi, je serais jamais aussi con. Et en fait, elle a fait l'objet d'une violence hallucinante. D'ailleurs, elle a sorti un livre en septembre dernier, pensant que justement, elle allait expliquer un petit peu ce qui lui est arrivé avec les gens. Et les gens étaient presque encore plus violents. Les gens lui ont encore. Vraiment, mais avec une espèce de jubilation. Et justement, je pense que cette jubilation, elle vient du fait qu'ils se disent, ah bah moi, ça m'arrivera pas, moi, je suis pas aussi bête. Donc, ça aide forcément ces arnaques à se répandre, parce que non seulement il y a ça, et puis aussi le fait que les victimes ont honte d'aller. Il y a plein de victimes qui m'ont dit, moi je suis allé à la gendarmerie porter plainte. Oui, on sait. Et déjà, c'est sûr que ça allait mener nulle part, mais en plus, les gendarmes me disent, mais comment on peut être aussi con? Ils me disent encore. Et c'est d'autant plus désespérant que les victimes qui vont porter plainte, c'est déjà une victoire, parce qu'elles sont sorties du déni, elles ont accepté qu'elles avaient été arnaquées, et ça, c'est déjà les 9/10 du chemin parcouru. Mais les 9/10 ne veulent pas reconnaître. Et il y en a pas mal qui sont assez agressifs. Moi, je me suis fait agresser par des victimes parce qu'en fait, ça arrive assez souvent qu'au fur et à mesure des recherches, on se dit tiens, bah, elle s'est vraiment fait arnaquer. Et j'avais repéré une infirmière à la retraite qui se faisait vraiment plumer toute sa retraite par le même qui arnaquait Charles Leroux, qui se faisait passer pour Charles Leroux. Donc je me suis dit, en faisant le bon samaritain, je vais la prévenir. Je vais lui dire, madame, il ne faut plus que vous donniez d'argent à Charles Leroux, votre retraite, mais je ne donnais plus d'argent parce que je sais qui c'est, je l'ai identifié et tout. Et elle m'agressait vraiment. Elle me dit, mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous connaissez de mon histoire d'amour? Est-ce que vous savez depuis combien de temps on s'aime? Et là, du coup, j'ai demandé au vrai Charles Leroux, je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous pourriez me rendre service et pour sauver la retraite de cette femme, est-ce que vous voulez bien qu'on fasse une vidéo ensemble et qu'on l'appelle? Mais ça, dans le livre, c'est vraiment ça, je vous y engage. Donc Charles Leroux, il en avait marre de toutes ces affaires, donc il fait, oh bon, ok, d'accord, je veux bien le faire. Je ne voulais pas avec Muriel, qui considérait comme une vraie cinglée, et elle, il n'a pas voulu le faire. Et de toute façon, ça n'aurait rien changé, malheureusement. Et donc, on l'appelle. Et donc on appelle cette infirmière et je dis bonjour. D'abord pour pas la choquer, j'ai montré mon visage et je lui dis bonjour. Alors, comme je vous avais promis, je vous appelle avec Charles Leroux pour vous montrer qu'il n'est pas à Nouakchott enfermé dans une geôle avec son fils et donc il a besoin de 3 000 € pour sortir. Et elle me dit oui d'accord. Et puis j'ai regardé, il est là. Et là j'ai vraiment vu son visage qui est complètement s'affaissé et en fait ça la dérangeait. Elle voulait pas dire ouais d'accord. En fait elle a coupé et elle voulait pas voir ça et puis aussi. J'ai vu qu'après, pendant quelques semaines, elle ne donnait plus d'argent, puis après, elle a recommencé. Et d'ailleurs, moi, j'ai aucune solution. Finalement, il y a un tel sortilège numérique qui se prête, les victimes ne veulent pas, finalement, accepter, parce qu'elles tiennent à leur illusion, ça leur apporte quelque chose, ça veut dire qu'elles préfèrent vivre avec un mensonge plutôt que vivre avec la vérité, donc c'est que finalement aussi, quelque part, ça les arrange. Mais moi, j'ai quand même essayé vraiment, pendant tout le temps de l'écriture de livre, pendant presque d'un an avec Muriel, je lui ai démontré par A plus B que ce n'était pas le vrai Charles Leroux. Et en fait, j'ai compris que c'était comme un phénomène psychologique des complotistes. Les complotistes, j'ai compris qu'en fait, on ne pouvait jamais les avoir sur le terrain rationnel ou factuel. Si on essaie de montrer un complotiste, non mais c'est pas possible, parce que cette chose-là va contre ça, elle était à cet endroit-là, ça marche jamais, parce qu'en fait ils auront toujours raison. Par exemple là, comme je le disais, mais vous voyez bien que Charles Leroux, il est là, quand il vous prend de l'argent, il est à Abidjan. Comment vous expliquez ça? Ah, parce qu'il a un complice, il travaille à deux. En fait, c'est le vrai Charles Leroux, qui est un vrai psychopathe, il travaille avec lui. Et donc elle trouvait toujours une solution, puis après elle va faire un peu du menace au suicide, donc j'ai retiré, j'ai commencé à faire semblant de la croire. Oui, mais parce qu'elle a un double truc, c'est qu'à la fois elle croit et en même temps elle voue une haine, c'est une espèce de... Elle est dans un stade intermédiaire parce qu'elle sait qu'elle s'est fait arnaquer, mais elle ne veut pas reconnaître jusqu'au bout que le type qui l'a arnaqué est une fausse image. En fait, donc elle est un peu bloquée dans ses limbes, elle est un peu entre les deux. Et alors elle en est où là? Bah non, elle est toujours. Elle m'a dit que je m'étais complètement trompé dans mon livre et que Charles Leroux m'avait baladé par le zizi. C'était ma dernière. Oui, parce que Muriel n'a pas la main dans sa poche. Elle est assez marrante. Non, mais elle est marrante. Non, mais maintenant, moi j'ai compris qu'il fallait que je la laisse vivre avec son illusion. Maintenant, j'essaie plus de la. Mais comment ça se passe? Juste d'un point de vue, est-ce que vous avez une obligation de. Justement, est-ce qu'elle a le droit de lire? Oui, je lui ai fait lire le livre avant parce que. Est-ce qu'elle aurait pu s'opposer à légalement? Ça, c'est une question. Ça, je sais pas parce que j'ai changé son nom. Mais en tout cas, je voulais lui faire lire le livre par loyauté parce qu'elle m'avait présenté toute sa vie, elle m'avait donné plein d'informations et tout ça. Et j'avais aussi peur de détruire son déni. C'est-à-dire que je me dis, si elle lit ce livre, elle va peut-être comprendre que c'est faux et qu'elle est arnaquée. Et donc, je suis quand même allé voir un ami psychiatre en lui disant, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que je peux lui faire lire ce livre, que ça va pas lui faire du mal? Et lui, c'est lui qui m'a dit, est-ce qu'elle perd encore de l'argent? Je lui ai dit, non, elle en a plus.
Et elle s'occupe de son vieux père, il me dit bon bah donc elle est fonctionnelle, il me dit laisse-la vivre avec ça, et il me dit tu peux lui faire lire le livre, elle va l'avaler dans son déni. Et donc j'étais un peu nerveux en lui donnant, surtout que j'ai envoyé les épreuves du livre à la fois à elle et au Charles Leroux, pour être sûr de voir comment ça se passait. Et elle m'a rappelé en disant ouais c'est pas mal mais vous êtes fait arnaquer par Charles Leroux vous aussi. J'étais presque content parce que je me suis dit bon bah si elle le prend comme ça c'est que je peux publier le livre. Et donc aujourd'hui on a encore des contacts où elle me dit ouais moi je vais écrire mon propre livre pour dire parce que vous vous avez encore arnaqué, il vous a trompé et tout ça donc je sais que c'est totalement impossible de la faire sortir de son illusion donc là je la laisse avec parce qu'il ne prend plus d'argent. Donc, il continue à la contacter. Ouais, il continue parfois à la contacter, mais c'est plus elle qui le contacte. Mais ils ont toujours une relation. Ouais, parce qu'en fait, de loin en loin, parce qu'aussi au bout d'un moment, une fois que les victimes sont vraiment ferrées, le brouteur il devient vraiment négligent, il s'arnaque même plus à un moment, il lui dit parce que parfois il lui dit même, je lui dis mais regardez, vous lui dites Charles Leroux, vous lui dites non t'es un nègre, en fait t'es un nègre, t'es pas Charles Leroux, donc je lui dis vous lui dites ah non, je dis ça pour le pousser dans ses retranchements. Et lui, il lui dit oui, je suis un nègre, Muriel, je suis un nègre, je ne suis pas Charles Leroux, fous à la paix. Et elle continue à lui parler. En fait, elle a cette phrase qui est quand même assez forte, qui est je sais, mais quand même. Elle dit toujours ça, je sais, mais quand même. Donc, ce psychiatre disait en fait, c'est pas un phénomène de déni, parce que le déni, c'est vraiment le début de la psychose. C'est une perte de contact avec la psychose, c'est une perte de contact avec la réalité. Et donc, c'est un déni global de la réalité. Tandis qu'elle est dans le désaveu, c'est un truc dont une notion dont a parlé Freud, sur une personne qui rêvait de voir mourir son beau-frère en mangeant des crustacés. Et en fait, une voyante lui avait dit votre beau-frère va mourir en mangeant des crustacés. Et lui trouvait ça génial, mais c'est pas arrivé. Et donc il s'est dit j'ai voulu y croire, je savais que c'était pas vrai, mais quand même. C'est ça le désaveu. On avait un pied dans la réalité quand même. C'est pas un déni global. Voilà, c'est ça. Elle est sujette à ça. Ouais. Et donc, non, mais c'est quand même une fois qu'elle a plus d'argent, il a continué à lui prendre encore de l'argent parce qu'elle est interdite bancaire et tout ça. Il l'a envoyé à Paris pour ouvrir des faux comptes avec une fausse carte d'identité qui était à son image, qu'elle a fait que j'ai vu, donc qui était quand même assez bien faite, pour pouvoir faire transiter de l'argent. Ouais, l'argent, bien sûr. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, elle préfère vivre. Je pense qu'aujourd'hui, toute chose pesée par ailleurs, elle préfère vivre disons que c'est là, l'arnaquer. Ouais. Mais on peut pas vraiment. Là, donc, on est dans un format journalistique à part, ou en tout cas qui s'inscrit dans un courant. Est-ce que ça, c'est justement une forme, donc cette forme longue de récit journalistique qu'on a pu voir dont les anglo-saxons sont très friands. On voit beaucoup d'articles comme ça dans le New Yorker, des très très longues enquêtes qui aboutissent justement sur un livre. Est-ce que ça, c'est pour vous une nouvelle forme du journalisme? En fait, le problème, c'est que moi, avant, je faisais des romans et de la fiction. Et on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, c'est que, avec d'autres gens du festival, c'est que, par exemple, moi, j'avais fait un livre sur une fausse victime du Bataclan. Et en fait, je trouve, et dans ce que j'ai découvert, c'est aussi un peu le cas pour elle, Muriel, c'est que si on le met dans une fiction, on n'y croit pas, parce que c'est trop gros. Exactement. Et donc je trouvais ça m'a quand même interpellé de me dire, si je mettais ça dans une fiction, on trouverait ça pas crédible, pas vraisemblable et trop gros. Donc moi, à chaque fois que j'avais tiré le fil sur des enquêtes comme ça de livres, je trouvais des choses tellement invraisemblables que je me disais que c'était... c'est autre chose de faire de la fiction, bien sûr, mais je me disais, c'est tellement gros, il y a tellement de matière à prendre que ça m'a presque dissuadé de refaire de la fiction après. Parce que je me dis, c'est fou, il y a des histoires dans le réel dont on pourrait, qui seraient invraisemblables dans la fiction. Il y a pourquoi faire de la fiction? Oui, il y a une façon d'aller justement très loin dans la psyché des gens, dans leur on en parle dans la psyché des gens, dans leur dans la psyché des gens, mais ça, elle en parlait Kinga tout à l'heure. Ce qu'elle disait, c'est que c'est la prérogative du roman et qui n'existe pas vraiment dans la narrative non-fiction, c'est qu'on peut vraiment se mettre dans la tête des gens. Ouais. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a aussi pas mal de journalistes qui disent qu'ils ont commencé à faire des romans parce qu'ils en avaient marre de rester factuels. En fait, sinon, ça reste ce qu'on appelle behavioriste. Ça veut dire moi, en tout cas, j'aime bien cette forme sèche. C'est-à-dire qu'on doit deviner ce que les gens ont dans la tête par rapport à ce qu'ils font. C'est-à-dire, il est entré, il a poussé la porte forte, on se dit, tiens, il doit être un peu énervé. Donc ça, c'est une forme d'écriture qui rentre pas trop dans la tête des gens, mais en tout cas, la narrative non-fiction ne permet pas trop de rentrer dans la tête des gens. Donc en fait, moi, par exemple, Muriel, je peux pas... Ou alors même la mythomane du Bataclan, j'aurais pas du tout la prétention, qui était vraiment très 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 complexe et très
perturbé, de trouver des repères dans sa psychologie. Donc en fait, mais non, mais justement... ce qui manque vraiment à la narrative non-fiction, c'est de pouvoir se mettre dans la tête des gens. Ouais. Mais ça vous a manqué, parce qu'au contraire, je trouve qu'en étant tellement... presque, enfin je veux dire, en suivant chaque... parce que là, pour le coup, on a toutes les correspondances, les échanges, donc on est là, comme ça... On a l'impression quand même de savoir un peu ce qui se passe parce qu'ils écrivent, ouais. Mais jusqu'ici, ça ne me posait pas de problème. Et là, je viens de finir un livre où ça m'a posé problème, c'était vraiment une procédure, c'est une histoire de meurtre, c'est ce qu'on appelle un true crime. Et là, pour le coup, j'ai moins pu rentrer dans la tête des gens. Et là, on me l'a fait remarquer dans les premières épreuves que j'ai fait lire. On me disait, t'es trop extérieur. Ouais. C'est un peu, je pense que pour ce livre ou pour la mythomanie du Bataclan, j'avais tellement d'échanges que c'était moins gênant. Mais là, j'ai senti une résistance. Et je pense que c'est une faiblesse, du coup, de ne pas pouvoir... Parce que si jamais on fait la remarque de dire tu restes trop extérieur et trop descriptif, ça veut dire qu'il nous manque on n'a pas su deviner la psychologie du personnage. Est-ce que vous avez sublimé vos personnages? Ou est-ce qu'ils sont vraiment rationnels? Ah non, ils existent vraiment. Tout est vrai, mais en même temps tout est faux, puisque dès qu'on commence à mettre sa propre chronologie, à décider de raconter une chose plutôt qu'une autre, on est déjà dans la fiction en fait, parce que c'est mon propre. 10 personnes qui auraient écrit sur la vie de Muriel l'auraient sans doute écrit différemment. Moi, c'est la manière dont je l'ai vue. C'est la rencontre entre Muriel et moi plutôt, et entre Charles Leroux. Donc il y a un peu d'imagination, mais qui pour le coup, subrepticement, c'est-à-dire que je ne l'ai pas voulu, quoi. Est-ce que vous avez peut-être des questions Question. Où est-ce que va tout cet argent, en fait, qu'ils arnaquent? C'est juste pour eux ou c'est réparti dans la société? Il y a eu pas mal d'études dessus, parce qu'en fait, ce qui est vraiment cruel, c'est que la plupart de cet argent, en fait, est dépensé dans ce qu'on appelle le travaillement. En fait, en Côte d'Ivoire, ça vient de l'univers du coupé-décalé, qui d'ailleurs a été inventé, qui est une forme de musique et d'hédonisme qui a été inventé à Paris et par la diaspora, qui après a été rapatrié à Abidjan. Et en fait, c'est les brouteurs, pour la plupart, c'est un petit peu moins vrai maintenant, mais vont en discothèque et jettent les billets. Ils les jettent aux gens. Donc il y a plein de gens qui disaient, comme c'est des gens qui ont toujours vécu dans la pauvreté, comme s'il fallait être riche pour bien savoir dépenser son argent, c'est ce que suggèrent ces études, donc c'est pas forcément vrai, mais ils disent qu'il y a une telle abondance d'argent d'un coup que finalement ils le font savoir tout de suite, et donc en fait ils payent des DJ pour chanter leur exploit et tout ça, et ils jettent l'argent en discothèque, et ça s'appelle le travaillement. Donc, et il y a très peu d'argent qui revient à la famille finalement, pour faire les courses et tout ça, mais il y a une petite partie quand même. Mais la plupart une grosse partie de l'argent va dans la poche des marabouts. Donc après, il faudrait savoir où les marabouts donnent cet argent, pour savoir vraiment où finit l'argent. Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont organisés? Moi, j'ai eu affaire à un buteur qui s'est fait passer pour l'assistant de mon gestionnaire de patrimoine de la banque. En me donnant son nom, donc comme j'avais le nom de cette personne, j'étais en toute confiance. Le lendemain, j'ai eu un doute. J'ai appelé cette personne qui m'a dit qu'effectivement, j'étais en train de subir une arnaque. Donc les banques aident aussi à... Les banques, non, elles aident pas, c'est qu'ils volent des données, ils volent des numéros, ils ont des numéros façades. Ils ont des numéros façades qui permettent d'emprunter le numéro de la banque. Mais ça, souvent, ça vient pas de Côte d'Ivoire, ça vient d'équipes françaises plutôt, ou alors ça vient d'Asie, parce que maintenant, il y a une autre forme de broutage qui s'est développée, vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le pig butchering, qui est donc l'équarrissage de cochons. Et donc là, c'est plutôt du travail forcé, c'est des fermes en Asie, dans le triangle d'or, où on oblige des brouteurs, enfin des gens qui sont devenus brouteurs,